Bienvenue dans la troisième vidéo de la série sur la stratégie. Allez dans la playlist stratégie sur ma chaîne si vous n'avez pas encore vu les deux autres épisodes. Dans la dernière vidéo, je m'étais arrêté sur le mécanisme des opérations. Les opérations représentent les différentes manœuvres à engager avant de rentrer dans la bataille. Ces manœuvres ont varié en fonction de la technologie de l'époque, de l'ampleur du théâtre de guerre et du terrain, constituant ainsi des périodes stratégiques. Ces périodes se séparent en plusieurs phases. La première phase, qui a duré de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, voit les opérations entièrement distinctes de la bataille en elle-même. Pendant cette longue période, l'armement ne conférait qu'une faible capacité de résistance à un détachement isolé. Pour se déplacer en sécurité, l'armée devait rester groupée. Les guerres se faisaient alors en grands groupes, constituant une armée se déplaçant vers l'adversaire en quelques heures, voire quelques jours. Une fois que l'assaillant était trouvé, il était totalement possible de partir en retraite en fonction du terrain ou de la grandeur des forces adverses. On offrait ainsi une bataille à l'adversaire, où on la recevait et on pouvait alors choisir de l'accepter ou pas. Ce type de combat était nommé la bataille par consentement mutuel. Le but était alors de forcer l'ennemi à accepter une bataille dans une situation désavantageuse. On envahissait le territoire de l'ennemi afin de forcer son acceptation à une bataille devant ses villes les plus importantes. Le but et le caractère des anciennes opérations de guerre étaient d'attaquer uniquement quand la victoire était assurée via une grande supériorité technique ou numérique. Cela donnait lieu à beaucoup de petites batailles peu signifiantes, détruisant l'adversaire petit à petit en évitant le plus de pertes possible de son propre côté. Mais cette conception de la guerre va changer suite à l'évolution de la technologie. Vers la fin du XVIIIe siècle, la nouvelle puissance de feu des armes rendit les batailles plus décisives. Les nouvelles armes permettaient un ordre de guerre plus mince avec des bataillons en 3 colonnes, ce qui a rendu les lignes d'armée de plus en plus grandes et de plus en plus fortifiées, et ce qui paralysa les opérations et rendit les guerres interminables. C'est précisément à cet instant que Napoléon est apparu et qu'il a compris que cette nouvelle puissance qu'avaient les groupes détachés due à leurs armes permettait d'offrir une plus grande résistance sur une plus grande durée. L'armée entière pouvait soudainement se fractionner et vivre sur le pays annexé. Ce fut le principe divisionnaire. Napoléon se battait contre des adversaires qui étaient encore dans des manœuvres anciennes. Les armées étaient donc groupées pendant que les troupes de Napoléon étaient dispersées en petits groupes un peu partout, ce qui permettait une plus grande vitesse de manœuvre. Soit la manœuvre de Napoléon était d'encercler l'armée ennemie, soit il la contournait, afin de bloquer sa ligne de communication. Dans les deux cas, l'adversaire ne pouvait plus choisir d'accepter la bataille ou pas, et Napoléon profitait de cet avantage pour choisir le terrain le plus avantageux. La stratégie napoléonienne repose essentiellement sur le calcul des mouvements et la logistique permettant ces mouvements. La grande force était l'aspect éclair de ces opérations, rendant chaque bataille décisive. Mais l'adversaire finit par apprendre les méthodes du meilleur stratège de cette période, et finit par le miner. Les troupes adverses se dispersent aussi, et les moyens de l'armée française diminuent, rendant cette stratégie obsolète. La grandeur stratégique de Napoléon ne réside pas dans ses tactiques qui fonctionnaient spécifiquement pour la situation de son époque, mais dans sa grande avance sur son temps. C'est la compréhension du système d'en face et son contournement qui fit de Napoléon le plus grand dirigeant militaire de France. Ainsi, avec lui, disparaît sa capacité de compréhension et d'adaptation. Et la troisième phase peut alors commencer. La puissance de feu augmentant toujours, elle qui permettait autrefois à Napoléon de disperser ses soldats en petites troupes empêche maintenant cette possibilité. Au XIXe siècle, la nouvelle technologie rend les troupes capables de se transformer en bataille bien plus rapidement. La dispersion faite par Napoléon laisse place au front de la Première Guerre mondiale. Le front devient assez dense et grand que pour former un mur humain. La guerre en elle-même devient moins importante que les opérations. Comme la puissance de feu donne une bien meilleure capacité défensive au front, la rupture est devenue presque impossible. Il ne faut donc compter que sur l'enveloppement des ailes découvertes. Le but est donc d'avoir un mur plus large que l'adversaire. Le chemin de fer et la conscription rendant l'armement moins cher et plus rapide, les murs sont de plus en plus grands. La guerre des tranchées commence ainsi. La compréhension qui était nécessaire à cette époque mais qui n'eut pas lieu était que l'enveloppement du mur adverse devait se faire rapidement, afin d'empêcher le repli. Mais les commandants de cette guerre ne l'ont pas compris et ont prévu un enveloppement réalisé par des troupes à pied. La force de cette manœuvre était annulée par les trains, permettant le repli presque instantané de l'ennemi qui pouvait ensuite se fortifier dans des villes importantes telles que Paris. La stabilisation des murs de défense étendus se bloque en tombant dans la mer. L'englobement n'est plus possible et une nouvelle phase commence. Il reste encore 3 phases à découvrir, mais cela sera pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous et regardez le reste de la série. Sur ce, au revoir et à la prochaine.